Donc, je vais maintenant vous parler de formation et d'évolution des systèmes planétaires et nous finirons avec les exoplanètes. Commençons tout d'abord par décrire le plan. Donc, on va d'abord aborder la formation planétaire avant de décrire brièvement le système solaire, la détection d'exoplanètes, leurs propriétés, le concept de zone d'habitabilité et d'atmosphère, et nous finirons par les observations. Commençons tout d'abord donc par la formation planétaire. Je vais vous montrer un petit florilège là d'étoiles jeunes avec un disque protoplanétaire fragmenté en anneaux, des observations ESO-ALMA. Donc là, vous voyez un disque protoplanétaire avec un anneau ici. Et en fait, quand on replace par rapport à l'échelle du système solaire, bon, ici, c'est que l'anneau se trouve à peu près à la distance de Neptune. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle la snow line, ou donc la ligne de neige. À l'intérieur, vers l'étoile, l'eau est sous forme de gaz, alors qu'elle est sous forme de glace à l'extérieur. Vous avez un autre exemple avec des anneaux ici, donc à gauche, TW Hydrae, à droite DLH Tori, là vous avez l'échelle 0,1 arcson qui correspond à 14 unités astronomiques. Trois autres exemples ici, avec des arcs concentriques, des bras en spirale et des anneaux. On a encore cet exemple-là, avec cette fois-ci deux planètes géantes qui se forment, avec des trous à 60, 100 et 160 unités astronomiques, un système qui a 5 millions d'années. Ça, c'est la vue d'artiste avec la formation dans l'un de ces trous d'une planète géante dans la spirale. Et là, vous avez des spirales de gaz en bleu, anneaux de poussière en rouge autour d'une étoile jeune. Et là, on a deux planètes géantes, une à 31 astronomiques qui génère la spirale, et celle à 80 astronomiques qui va confiner l'anneau de poussière. Un autre exemple ici, c'est cette planète chaude qui vient de se former autour d'une étoile naine jeune qui est ici, qui a 10 millions d'années. Et là, on a caché la luminosité de l'étoile par un coronographe. Cette fois-ci, je vous montre une image en polarisation acquise avec ALMA. Vous voyez donc du coup l'orientation du champ électromagnétique qui est assez uniforme sur l'ensemble du disque. Et dans ce système, on a détecté des grains de poussière de la taille inférieure à 150 microns. Voilà, je finis par un petit florilège là, de plusieurs disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles qui ont entre 1 et 5 millions d'années. Vous voyez qu'il y a des trous ici qui représentent en fait la formation de planètes ou dans ces disques protoplanétaires autour des étoiles. Et je finis avec un petit clin d'œil. C'est le disque Tatooine, c'est un résultat qui vient de sortir cette semaine. Un disque protoplanétaire circumbinaire. Donc là, vous voyez une de ces images-là, et je replace avec une autre image. Là, vous voyez les orbites de binaires non alignées par rapport à ce disque. Et là, une orbite de binaire alignée par rapport à ce disque. Dans ce cas-là, à gauche, il s'agit de HD 98-800b. La période orbitale est de 315 jours. À droite, les orbites sont alignées, la période orbitale est plus courte. On pense qu'en fait, les orbites entre binaire et disque ont plus tendance à être alignées lorsque la période orbitale est petite. Et donc, il a été appelé Tatooine parce que ces deux binaires-là, donc sont deux étoiles avec un disque en formation, vous pouvez imaginer qu'il y a des planètes qui se forment et qui auront donc un système avec deux étoiles qui tourneront autour d'un système avec deux étoiles. Voilà, donc ici c'est un petit schéma de cette formation planétaire avec l'étoile, des corps glacés s'évaporant, des corps glacés migrant, la zone de formation de corps glacés, la ligne de neige séparant les gaz d'eau avec la glace d'eau. Et vous voyez ici, on est à 0,30 astronomique qui est là à peu près une dizaine. Donc voilà en gros ce qu'on voit dans le système avec le gaz qui est en bleu, la poussière qui est en rouge. Le gaz est plus loin, la poussière plus proche. Dans un disque protoplanétaire, ça c'est après la formation de ce disque. Et là vous avez un exemple de proposition de scénario pour former les planétoïdes et ensuite formation de pièges qui vont permettre d'accréter encore plus de la matière.
Et pour terminer, donc on a ici donc l'étoile, l'accrétion de matière. Là, on a le bord d'un tore qu'on appelle le rim qui est très chauffé à 1500 Kelvin. Après, on a un disque de poussière, c'est ça le disque que je vais montrer jusqu'à maintenant. Transport turbulent, l'arrêt de neige, la, la formation de planète géante ici, la croissance des grains et l'accumulation de poussière et la glace ici. Voilà. Donc voilà, ça vous donne une idée rapide de la formation stellaire planétaire. Ensuite, on décrit très brièvement le système solaire puisque vous connaissez pas mal, avec l'étoile Soleil, les 4 planètes telluriques, 4 planètes géantes, les planètes naines de Cérès à Pluton, les astéroïdes, les comètes, joviennes pour les plus proches, comètes de Oort pour les plus lointaines. Et donc, on a ce système-là avec le Soleil que vous connaissez bien, qui fait 100 fois la taille de la Terre, 10 fois la taille de Jupiter. Et ensuite, les planètes telluriques, rocheuses, avec plus ou moins d'atmosphère de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et, les planètes géantes avec une grosse atmosphère, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vous avez sûrement entendu parler de la polémique de la 9e planète dans le système solaire. Alors en fait, ça vient d'où? Ça vient du fait que tous les astéroïdes qu'on détecte, qui ont des orbites excentriques, qui vont très loin du Soleil, sont tous du même côté. Donc on se dit que pour contrebalancer ça, il doit y avoir une 9e planète de l'autre côté. Alors en fait, la zone de recherche, vous voyez, elle est très très grande. Et en fait, elle est même compliquée à trouver, puisque là, vous voyez le système solaire à l'échelle. Hein, c'est Neptune. Donc ça veut dire que cette planète-là, si elle existe, elle est vraiment très loin et elle va être compliquée à trouver. Par contre, elle devrait avoir une masse située entre celle de la Terre et celle de Neptune. On appelle une super Terre. Alors, on le voit, notre système solaire est plutôt atypique. Les planètes géantes sont situées très loin de l'étoile Soleil, alors que dans les systèmes planétaires qu'on détecte, les planètes géantes sont situées très proches de leur étoile. Et on parlera ensuite de détection d'exoplanètes. Abordons donc maintenant la détection d'exoplanètes. Les exoplanètes sont des planètes autour d'étoiles autres que le Soleil, et la difficulté de les détecter est que, eh bien, il y a tout d'abord un contraste très fort, puisque l'étoile est 1 milliard de fois plus brillante que la planète, et aussi ils sont très proches, donc un problème pour les distinguer. Alors maintenant, il faut préciser que la première planète découverte autour d'une étoile est en fait découverte autour d'un pulsar, avec ce qu'on appelle le pulsar timing, c'est-à-dire qu'on mesure le temps d'arrivée d'un bip du pulsar. Par exemple ici, on a 2 exemples où on vous montre ici les 3 planètes découvertes autour de PSR 1257+12, qui sont des planètes de masse terrestre, et on les met à l'échelle avec les planètes découvertes autour d'étoiles plus classiques, on va dire. Et là, on voit que ce sont des planètes géantes situées très proches de leur étoile. Comment on détecte des planètes autour de pulsars? Eh bien, donc on mesure le temps d'arrivée. Donc là, vous voyez la période du pulsar qui va de 1,92 à 1,95 nanosecondes. Là, à l'époque, sur 1 an à peu près. Et vous voyez qu'il y a des variations de ce pulse-là qui sont tout simplement dues à l'orbite des 3 planètes de masse terrestre autour de ce pulsar. On va maintenant aborder la méthode de vitesse, les méthodes de détection. Donc vitesse radiale, transit planétaire, imagerie directe et microlensing. Et la première, la vitesse radiale. Il faut savoir que donc la méthode de détection par vitesse radiale, c'est qu'on essaie de mesurer la perturbation du mouvement de l'étoile par rapport à la planète. Et ça nous donne non seulement la période orbitale de cette planète, mais aussi le rapport de masse entre l'étoile et la planète. Donc là, vous voyez la Terre qui reçoit des signaux de l'étoile haute, et là on a l'exoplanète. Et vous voyez que quand l'étoile s'approche de nous, eh bien c'est décalé vers le bleu par effet Doppler, et quand l'étoile s'éloigne de nous, c'est décalé vers le rouge. En schématique, voilà, vous avez, nous sommes ici, la ligne de visée, et donc ce qu'on détecte c'est la vitesse radiale, la projection de la vitesse ici sur la ligne de visée, donc la vitesse radiale, et c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode de vitesse radiale. Donc là, vous voyez la planète qui tourne autour de l'étoile, et là, vous voyez la planète qui tourne autour de l'étoile, et la vitesse de l'étoile ici, l'étoile s'éloigne de nous, s'approche de nous, s'éloigne de nous,
s'approche de nous, et quand elle s'éloigne, eh bien, son spectre est décalé vers le rouge. Quand elle s'approche, son spectre est décalé vers le bleu. Donc là, il faut étudier les spectres. Là, par exemple, on a le spectre au repos. L'étoile qui s'éloigne de l'observateur avec les raies qui vont vers le rouge, qui s'approche de l'observateur avec les raies qui vont vers le bleu. Et là, on a le spectre du Soleil dans son ensemble. Alors, si on applique cette méthode de vitesse radiale au Soleil, pour voir comment le Soleil est perturbé par les planètes, on peut le faire déjà par rapport à Jupiter, c'est un peu plus simple. Là, vous avez le Soleil, Jupiter, le centre de gravité commun. Et vous voyez que donc, Jupiter tourne en 12 ans à une distance de 5 points d'unité astronomique et à une vitesse de 13 km par seconde autour du Soleil. Eh bien, le Soleil tourne aussi autour du centre de gravité en 12 ans, mais bien sûr à une distance plus faible, de 0,005 unité astronomique, et par contre beaucoup moins vite, puisqu'elle a une distance plus courte à parcourir, de 12 mètres par seconde, donc 1000 fois moins vite. Ça, c'est juste Jupiter. Si on ajoute toutes les planètes, vous voyez le mouvement du barycentre du système solaire autour du Soleil. Là, on est en bleu dans les années 40, en bleu clair dans les années 50, en vert dans les années 60, en orange dans les années 70 et en rouge dans les années 80 et en violet dans les années 90. Et vous voyez que le centre de gravité est parfois au centre du Soleil, parfois dans le Soleil et parfois même à l'extérieur du Soleil. Voici la première planète détectée autour d'une étoile autre que le Soleil. Il s'agit de 51 Pegg B. Donc, première planète extrasolaire est en fait une étoile massive, une géante gazeuse de la moitié de la masse de Jupiter, proche de son étoile, période orbitale de 4 jours seulement à comparer à Mercure, donc période orbitale de 88 jours, planète chaude à 1500 degrés Celsius. Ce qui était étonnant, c'est donc que cette planète était détectée très proche de son étoile, beaucoup plus proche que des planètes du même type, comme Jupiter ou Saturne, dans le système solaire. Ça, c'est donc une découverte qui a été effectuée en septembre 1995 par Major et Queloz, en suivant systématiquement les vitesses d'une centaine d'étoiles. Vous voyez la courbe de lumière ici, la vitesse en fonction de la phase, et vous voyez que pour une planète comme Jupiter, par exemple, on a vu que la vitesse du Soleil dû au mouvement de Jupiter est de 10 mètres par seconde, et bien vous voyez que ça serait tout petit, presque indétectable. Ici, on peut détecter donc la période orbitale, la masse de la planète fois sinus i divisé par la masse par rapport à la masse de Jupiter, et la masse de l'étoile. En fait, ça nous permet d'avoir un rapport entre la masse de la planète fois sinus i par rapport à la masse de l'étoile. Sinus i parce qu'il y a une projection, parce qu'on est en méthode de vitesse radiale. Alors, on peut imaginer que cette planète 51 Pegg B était une aberration, et d'ailleurs, ça a créé beaucoup de scepticisme dans la communauté astronomique, jusqu'à ce que Marcy et Butler découvrent deux corps, 2,8 et 6 de masse Jupiter, près de deux autres étoiles, 110,47 UMA. Trouver une exception, pourquoi pas, mais trois planètes qui sont toutes très massives et très proches de l'étoile, ça commençait à devenir la règle. Et donc ça a permis aussi d'accorder du poids à la première découverte. Et donc ces planètes géantes gazeuses, évidemment, sont peu propices à la vie, mais pourraient avoir des satellites de la taille de la Terre avec une température permettant de l'eau liquide. D'ailleurs, là, vous avez un exemple avec une planète en orbite autour d'une étoile. Et en fait, on a ici la courbe de lumière en vitesse donc radiale de l'étoile qui dont le mouvement est perturbé par la planète. Abordons maintenant les transits planétaires. Là, c'est comme une éclipse, si vous voulez. On détecte l'ombre de la planète qui passe devant l'étoile. Donc, il s'agit d'une mini-éclipse ou d'une occultation. Vous voyez ici la luminosité qui est en train de décroître lorsque la planète passe devant l'étoile. Donc là, la variation de luminosité nous permet d'obtenir le rapport de surface entre la planète et son étoile. Et évidemment, on observe un transit par orbite. Donc pour valider la présence d'une planète, il faut généralement voir 2, voire
3 transits. Ici, vous avez donc la luminosité qui descend en fonction du temps. Ça, c'est dû au transit. Et les variations sont très faibles, évidemment, entre 1 centième et 1 dix millième. Là, vous avez par exemple un transit, une planète Vénus par rapport au Soleil. Et ça, ici, vous avez l'exemple avec un transit de la Terre qui dure à peu près 11 heures tous les 365 jours. Donc, pour en voir deux, il faut quand même attendre 2 ans, évidemment. Un flux de 1%, et là, vous avez Jupiter aussi. Et par comparaison, 51 PEG, c'est un transit de 3 heures tous les 4,5 jours, puisque son orbite est de cette période orbitale-là, et donc est très proche de l'étoile. Le premier transit observé, c'est celui de HD 209-450, et vous voyez ici une variation de flux de 15 pour 1000. Et là, vous voyez le flux relatif avec les points, les barres d'erreur sur une période d'à peu près 0,2 jours. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces transits, on peut aussi prendre des spectres, puisqu'il suffit de prendre un spectre de l'étoile plus de la planète, lorsque la planète est très proche de son étoile. On a un spectre commun. Ensuite, on prend un spectre uniquement de l'étoile, on fait la soustraction des deux, et ça nous permet d'avoir un spectre uniquement de la planète. Et donc, ça nous donne aussi des informations sur l'atmosphère, les anneaux, les satellites, les taches stellaires, etc. Et là, vous avez un graphe qui vous montre le contact lorsque contact numéro 1, contact numéro 2, lorsque la planète entre en éclipse de son étoile, et contact numéro 3 et contact numéro 4, lorsque la planète sort de l'éclipse de sa. Notons aussi que, je répète, le rapport de flux est lié au rapport des rayons, ou au rapport des rayons au carré, pardon, au rapport des surfaces. Alors, avec le transit, on a une faible probabilité de détection de périodes longues. Pourquoi? Parce qu'il faudrait attendre très longtemps pour valider les transits. Donc, en général, vous voyez sur l'histogramme, on détecte des transits qui vont entre 1 et 5 jours de période orbitale. Et donc, on détecte majoritairement des géantes gazeuses. C'est aussi ce que vous voyez dans le graphe du bas. Vous avez le rayon des planètes en fonction de la masse des planètes. Et vous voyez qu'on détecte des planètes qui ont entre 0,5 et 1,5 rayons de Jupiter, et avec des masses qui vont principalement entre 0,5 et 4 masses de Jupiter. Grâce au spectre dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut détecter des différents éléments dans les atmosphères des exoplanètes. En ultraviolet, hydrogène, oxygène, silicium, magnésium. En optique, hydrogène, sodium, potassium, etc. Et en infrarouge, méthane, de l'eau, du CO2 et du CO. Donc c'est pour ça que l'infrarouge est très important, car on détecte de l'eau, on détecte du CO2, du méthane, du CO, de l'ozone aussi. Et c'est ça qui peut nous permettre de dire si une planète est habitable ou pas. On va détecter, grâce au transit, on détecte la présence de raies, on peut avoir une idée de la température, de la pression, la variation de température avec l'altitude, si on a des spectres, variation de l'abondance avec l'altitude, la vitesse du vent au terminateur, la vitesse de rotation, la vitesse de taux d'échappement. Donc on peut mesurer beaucoup de propriétés physiques grâce à cette technique de détection du transit. On continue avec les techniques de détection, cette fois-ci sur l'imagerie directe. Alors on a à peu près 20 cas d'imagerie directe. Là, je vous montre la première image d'exoplanète directe. Il s'agit d'une planète qui fait il s'agit d'une étoile qui fait 25 fois la masse de Jupiter, une planète qui fait 5 fois la masse de Jupiter. Et en fait, il s'agit plutôt d'une naine brune. Donc là, vous voyez la comparaison, la taille des systèmes de cette naine brune par rapport à la taille du système solaire. Vous voyez qu'en fait, le candidat planète géante est très loin, plus loin que 50 unités astronomiques, c'est-à-dire plus loin que Pluton par rapport à notre système solaire. Bon, ça c'était une naine brune. Passons maintenant à des vraies étoiles. Là, je vous montre Fomalhaut, qui est une étoile plutôt massive, une étoile qui est spectrale A3,5, à une distance de 25 années-lumière. Il s'agit d'un disque de 133 unités astronomiques de rayon. La masse de la planète est inférieure à 3 masses de Jupiter, à une distance de 119 unités astronomiques et une période orbitale. La distance de la planète à l'étoile est de 119 unités astronomiques avec une période orbitale de 870 ans. Et là, vous voyez sur le petit insert
deux images différentes où on voit l'étoile se déplacer, c'est-à-dire elle est sur son orbite autour de l'étoile, la planète. Et là, vous voyez aussi donc Fomalhaut avec de la poussière tout autour. Et vous voyez Fomalhaut B en bas à droite, qui est la petite planète qui est en train de se déplacer avec une période orbitale de 870 ans. Et là, vous avez une image qui vous montre l'étoile Fomalhaut avec trois exoplanètes qui se trouvent autour. Encore Fomalhaut, c'est une étoile jeune, 440 millions d'années seulement, qui est entourée par un anneau excentrique de poussière, de glace et de gaz, avec 2 milliards de kilomètres de largeur, 20 milliards de kilomètres depuis l'étoile. Et on se demande s'il n'a pas été alimenté par des exocomètes. On trouve beaucoup de CO et de CO2, comme le vernis tardif dans le système solaire. Et donc là, c'est une image ALMA en orange et on peut ajouter HST en bleu. Donc vous voyez le disque de poussière parmi un disque beaucoup plus grand autour de l'étoile. Disque, je répète, donc l'anneau excentrique de poussière, il fait 2 milliards de kilomètres de largeur, alors que l'anneau de poussière autour de l'étoile en fait une vingtaine de milliards de kilomètres. Là, vous avez des systèmes multiples, comme HR 87-99, qui s'étend sur à peu près 60 unités astronomiques, avec une période orbitale pour la planète petit b qui est de 500 ans, et un rayon qui est de 2 fois le rayon de Jupiter. Et on aborde un cas intéressant, c'est le cas de Beta Pictoris, c'est un système jeune aussi, 12 millions d'années seulement, une étoile massive, une A5,5. Vous voyez ici un disque de poussière autour de l'étoile. Il s'agit de... alors on se demande si on détecte la planète géante interne du système. Et donc on va voir quelques images. Là sur la gauche, vous avez une exoplanète avec l'étoile qui est cachée au milieu. Là. Vous le retrouvez au milieu dans la bande L' en 2003 et vous avez même la comparaison avec l'orbite de Saturne sur la droite, ici en bande K. Là, c'est une vue d'artiste qui vous montrerait donc cet anneau de poussière qui est en fait un disque protoplanétaire avec cette exoplanète qui vient de se former autour de cette étoile. Là, il s'agit d'un autre exemple, c'est HIP 6542-6b à 385 années-lumière, une planète qui pèse entre 6 et 12 masses de Jupiter, température entre 1000 et 1400 degrés Celsius. Il y a de l'eau dans l'atmosphère et cette planète se trouve à 3 fois la distance Soleil et Neptune. Donc là, vous avez la position A de l'étoile, position B de la planète, vous avez la taille 400 milliards secondes, et vous avez pour comparaison la taille de l'orbite de Neptune. Et vous avez aussi le spectre sphère, acquis au VLT. Et vous voyez donc les différentes règles qui sont observées, fer, eau, et on a un modèle atmosphérique planétaire qui est en bleu, donc qui représente assez bien les observations effectuées. On peut non seulement faire de l'imagerie, mais aussi de la spectroscopie directe. Et là, je vous montre un spectre acquis avec l'échelle spectrographe Expresso, avec une résolution de 1/10 de mètre par seconde seulement. Et donc, avec Expresso, on peut avoir tout le spectre de la planète. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on peut, lors des transits, soustraire spectre étoile plus planète par spectre étoile, et on obtient le spectre de la planète. Quatrième méthode de détection, c'est le microlensing. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, on va utiliser la relativité générale. Vous voyez ici, on a l'étoile à gauche avec une lentille qui passe au milieu et nous, on est à droite et vous voyez la vue qu'on a depuis la Terre. Et en fait, ce sont les rayons de l'étoile qui vont être déviés par la lentille qui passe au milieu, donc le corps qui passe au milieu, qui va nous permettre de déceler ce corps qui passe là. Donc juste une petite animation, vous voyez si on fait passer, par exemple derrière une lentille, on fait passer la Voie lactée, vous voyez comment ça change la vision et la caustique qu'on voit avec une amplification de luminosité de la Voie lactée. Et là on a une autre image avec, cette fois-ci, une planète, donc vous avez une source qui est derrière, la planète qui passe en orbite autour d'une étoile là au milieu, et vous voyez les différentes images, la source qui est derrière va devenir une image triple sur la deuxième image, une image double sur la troisième.
double aussi sur la quatrième, mais avec une plus grande brillance d'un côté, et elle redevient unique sur la cinquième. Et vous voyez la courbe rouge en haut, avec l'amplification de magnitude. Ça augmente, c'est très très fort pour la deuxième image. Ensuite, il y a encore une augmentation juste après, puis ça va peu à peu rediminuer. Et donc ça a été fait sur plusieurs objets. Donc là, par exemple, vous avez un exemple avec une Oakley 2003, et vous voyez, hop, premier pic d'amplification, deuxième pic d'amplification, et ensuite ça augmente et ça redescend. Ça suit exactement la courbe théorique rouge qui est sur la gauche. Et après, vous voyez que l'étoile qui est derrière, en arrière-plan, redevient quasiment invisible dans le champ. Donc là, vous le voyez une dernière fois, l'étoile qui était invisible. On a d'abord la planète qui passe, hop, l'étoile, et puis après, ça augmente encore un peu et ça diminue. Voilà, donc pour résumer, on a plusieurs méthodes de détection. Un, le transit spectroscopique, où là, on va faire un spectre de l'étoile et de la planète, puis un spectre seulement d'étoile pour avoir le spectre de la planète. On a l'éclipse secondaire. C'est là qu'on va pouvoir faire les deux spectres. On peut faire des spectroscopies directes en bloquant la luminosité de l'étoile, on aura le spectre de la planète, puis on peut faire l'imagerie directe où là on image directement la planète. On va maintenant aborder les propriétés des exoplanètes. Tout d'abord, voici donc le nombre d'exoplanètes détectées avec les différentes techniques. En vert, c'est le transit. Vous voyez, c'est comme ça aujourd'hui qu'on détecte la majeure partie des exoplanètes. En bleu, c'est les tests radiales. Vous voyez, c'est comme ça qu'historiquement, on les a détectés dans la première décennie. En rouge, c'est l'imagerie directe et en orange, c'est le microlensing. Vous voyez que ça reste des petits nombres par rapport à la vitesse radiale et par rapport au transit. Aujourd'hui, nous connaissons 4223 exoplanètes confirmées, 2805 systèmes planétaires et 627 systèmes multiples. Donc système planétaire, c'est une étoile avec une ou plusieurs planètes, et des systèmes multiples, c'est des systèmes où il y a plus qu'une planète. Ça, c'est à la date d'aujourd'hui, mais évidemment, ça change tout le temps, et vous pouvez vous référer au site exoplanète.eu pour avoir les derniers chiffres. Voilà un diagramme de la masse en fonction de la période. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs gros paquets. Le premier gros paquet que j'entoure maintenant, ce sont les Jupiters chauds. Donc c'est des planètes très massives, 1000 fois la masse de la Terre, et avec des périodes entre 1 et 10 jours. Ensuite, on a les géantes gazeuses de longue période, ce qu'on appelle les Jupiters en fait, hein, qui sont donc aussi des géantes, des planètes géantes, mais avec des périodes qui sont plus longues, entre 100 et 1000 ans de période orbitale. Ensuite, on a ce qu'on appelle les terres les super terres ou les terres super chaudes, qui font en gros, qui sont plus massives que la Terre, hein, jusqu'à 10 fois la masse de la Terre, avec une période de 10 jours. Et vous voyez que, enfin entre 10 et 100 jours, vous voyez qu'on n'en a pas dans le système solaire, et que la Terre en fait sort un peu du lot. Évidemment, plus vous allez vers des périodes grandes et des masses petites, plus c'est dur à détecter. Vous avez aussi une planète qui est difficile à détecter, c'est une planète qui n'est pas très massive, comme Uranus, 10 fois la masse de la Terre, mais qui est avec une grande période. Et donc, vous voyez, en bleu, c'est le transit, en rouge, c'est le test radial, en vert, c'est l'imagerie directe, il n'y en a pas beaucoup, vous en avez une vers 200 masses terrestres et 2 10 puissance 5 jours de période orbitale. En violet, il y a le timing, et en orange, il y a le microlensing. Ce qu'il faut aussi dire, c'est entre tous ces trois blocs là que je viens d'écrire, il y a les Neptune chauds. Neptune chaud, c'est une période orbitale entre 10 et 1000 jours et des masses entre 10 et 100 masses terrestres. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, nous, dans le système solaire, et qu'on ne détecte pas facilement non plus, parce que c'est des, des, paramètres un peu intermédiaires.
Alors, voilà un autre diagramme ici, et les masses en masse terrestre par rapport à la distance à l'étoile. Vous voyez donc les lettres représentent les planètes du système solaire. Vous avez les carrés violets, c'est les transits. Vitesse radiale, c'est en gris. Microlensing, c'est les triangles. Imagerie directe, c'est les planètes qui sont lointaines et massives, là, c'est en haut à droite. Et donc, vous voyez que les planètes du système solaire, en fait, sont un peu toutes seules, à part Jupiter, ce qui veut dire qu'on n'a pas détecté beaucoup de planètes similaires, en fait, à notre florilège de planètes qui se trouvent dans le système solaire. Et là, voici un diagramme qui reprend ce qu'on vient de dire, avec la période orbitale, en fonction du rayon de la planète. Là, donc, ce que vous voyez ici, c'est les super-terres qui sont entourées en bleu. Voilà. Et vous voyez en particulier que nous, on n'en a pas dans le système solaire. Vous avez Jupiter chaud entouré en rouge, dont l'archétype est 51 Peg B, et vous voyez qu'on n'en a pas non plus dans le système solaire. Et vous avez les planètes géantes détectées directement, et là, ça ressemble beaucoup à notre planète Jupiter. Donc, ce qu'on n'a pas, par contre, c'est où sont les exoplanètes entre 2 et 10 masses terrestres. Vous voyez que sur le diagramme de gauche, là, ben, on n'en a pas beaucoup. On va maintenant aborder les systèmes multiples, en particulier regardez le système d'Upsilon Andromeda, c'est intéressant. Vous avez donc plusieurs planètes à comparer avec la taille de notre système solaire. Ce sont des planètes donc géantes, hein, 75% de la masse de Jupiter, 2 fois la masse de Jupiter, 4 fois la masse de Jupiter, ce sont des planètes géantes, mais situées bien avant l'orbite de Jupiter si on compare avec notre système solaire. Alors on va passer en vue quelques propriétés hein, rapidement. Vous avez des exoplanètes qui sont gazeuses. Alors là, ce que je vous montre à gauche, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Eh bien, on a probablement la même chose pour certaines exoplanètes comme HD 149026b, avec, on pense, un modèle où on a un cœur d'éléments lourds au centre, de l'hydrogène métallique liquide ensuite, puis du gaz hélium et hydrogène. Alors, on met l'image de Jupiter en dessous en se disant que c'est similaire. Attention, parce qu'on a déjà très peu d'idées de ce qu'il y a au centre de Jupiter. On connaît encore moins bien, évidemment, les exoplanètes. Il faut vraiment faire attention avec ces modèles qu'on montre comme ça. Les exoplanètes sont chaudes. Ici, vous avez WASP 12b à 800 années-lumière avec une masse de 448 masses terrestres, période d'orbital de 26 heures et température de 2250 degrés. Donc là, il s'agit vraiment d'une exoplanète chaude, puisque très proche de son étoile. Elle tourne en une journée autour de son étoile. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas une planète sur laquelle on va chercher de la vie. C'est une planète qu'il est difficile de former à cet endroit-là. Donc c'est typiquement ce genre de planète pour lesquelles on pense qu'il y a eu une migration planétaire, des planètes migrant de l'extérieur du système solaire, de partie externe, jusque proche de leur étoile. Un autre exemple, c'est Kelt 9b. Là, elle orbite autour d'une étoile de type A, donc avec une température de surface de 10 000 degrés, donc énorme. Et on estime la surface de cette planète à 4000 Kelvin, donc plus chaude à la surface que la surface du Soleil, ce qui veut dire encore une fois que c'est pas une planète rocheuse, ça serait une planète géante très proche de son étoile. Exoplanète grosse cette fois-ci. Alors là, on a 13,4 à 800 années-lumière avec une masse de 267 fois la masse de Jupiter, une période de 3,55 jours. Donc pareil, une planète extrêmement géante, on va dire, avec une période très courte. Comment on fait pour amener une planète à cet endroit-là? Ben, c'est pas une migration de planète. Et les exoplanètes massives, là on a CoRoXO 7b, qui a le rayon de Jupiter, mais une masse de 21,6 Jupiter, donc elle est plutôt très dense en fait, même taille que Jupiter, mais avec une masse plus importante. Voilà, ça c'est quelques petits exemples comme ça. On a aussi ce qu'on appelle les exoplanètes chtoniennes, qui on pense c'est le résidu planétaire d'un ancien Jupiter chaud dont l'atmosphère serait évaporée. Et comme exemple d'exoplanète chtonienne, il y a la première planète tellurique chaude et rocheuse découverte le 3 février 2009.
Et là, vous voyez, donc, elle a une période de 20 heures, un rayon de 1,7 rayons terrestres, une masse de 5 masses terrestres, des températures supérieures à 1000 degrés. Et vous voyez son rayon en fonction de sa masse ici. Et donc, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'elle est formée de silicates. Donc, c'est une planète rocheuse. C'est ça qui est intéressant. Vous avez là les ronds U, N, G, J sont les planètes géantes de notre système solaire. Donc, ce sont bien des planètes gazeuses. Et là, donc, on aurait affaire à une planète plutôt tellurique. Corot 7b donc, a une période de rotation de 23 jours. On voit même des taches sur l'étoile, ça c'est la courbe de luminosité. Et quand on regarde la vitesse radiale, quand on regarde le transit, voilà ce qu'on voit avec les points en noir et la courbe ici en rouge. Une super Terre maintenant, GJ 1214b, une super Terre de faible densité, avec une période de 1,6 jours, donc très proche de son étoile, mais un rayon de 2,6 rayons terrestres, une masse de 6,5 masses terrestres. Vous voyez typiquement le genre de planète qui n'existe pas dans notre système solaire, et une densité de 1,8. Donc là, on peut imaginer un modèle où on a un noyau de fer et de nickel dans un noyau métallique. Ensuite, on a un manteau rocheux, puis on a de la glace comprimée, puis on pourrait avoir de la glace d'eau dans les derniers 100 km avec peut-être un océan global sur cette planète. On ne sait pas trop en effet quelle serait la surface, de quoi est constituée la surface et quelle est la densité. Gliese 581, une petite étoile naine rouge à 20,5 années-lumière, avec 4 planètes autour à 2, 15, qui pèsent, pardon, dont la masse est de 2, 15, 5 et 8 masses terrestres, période orbitale 3, 5, 13 et 83 jours, 2 planètes dans la zone habitable de leur étoile, mais qui sont trop chaudes. Donc là encore, on a un système qui est plutôt intéressant. Kepler 11, c'est un système qui lui est ultra compact. Vous voyez par comparaison le système de Kepler 11 avec la taille du système solaire, avec Mercure et Vénus, donc il rentre complètement à l'intérieur de l'orbite de Mercure en fait, et la dernière planète rentre entre Mercure et Vénus. Donc c'est le système planétaire le plus plat, le plus compact qu'on connaisse, avec 6 exoplanètes qui rentrent dans l'orbite de Vénus. Et là vous avez la composition de ces planètes-là de Kepler 11 avec le rayon en fonction de la masse. Et vous voyez ici, on a mis Vénus, Terre, Uranus et Neptune. Et vous voyez les planètes. Alors, on a une comparaison avec Kepler 10b. Donc en bas, c'est les planètes type terrestre. Ensuite, GJ 1214b qui est sur la ligne des planètes 100% eau. Ensuite, FB, FD et C qui sont 10% d'hydrogène et d'hélium et 90% de roche. Et après Uranus Neptune, il y a E qui serait 20% d'hydrogène et d'hélium, 80% de roche. Kepler 22 est un autre exemple. Alors là, on commence à parler de zone d'habitabilité. Kepler 22 se trouve dans la zone d'habitabilité de l'étoile, comparé avec le système solaire où on a Mercure qui est en dehors, mais Vénus, la Terre et Mars, Vénus et Mars sont encadrant cette zone d'habitabilité. Et là, donc, on aura une planète dans la zone habitable de son étoile. Kepler 186f, encore une exoplanète de la taille de la Terre qui serait dans la zone d'habitabilité. Donc vous voyez que là, j'ai mentionné plusieurs fois Kepler, donc qui est un satellite qui a découvert énormément d'exoplanètes. Et là, je vous montre un florilège avec ce qui est assez sympa, c'est un diagramme qui est assez vieux, mais qui vous montre un petit peu le type de planètes découvertes. Alors, vous avez la Terre qui est tout en bas, puis après vous avez les Kepler qui sont détectés. Vous avez Jupiter qui est au milieu là. Et donc on a beaucoup de planètes qui sont à des tailles diverses entre la Terre et plus grande que Jupiter. Alors nous allons maintenant aborder le concept de zone d'habitabilité et plus parler d'atmosphère de ces exoplanètes. Alors zone d'habitabilité c'est quoi? Eh bien il nous faut une planète qui soit à une distance de son étoile telle que d'abord la planète, si elle contient une atmosphère, la température est comprise entre 0 et 40 degrés, présence de liquide, et enfin si on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre, et du temps, eh bien on peut imaginer que la vie puisse se développer. Mais donc, la zone d'habitabilité, c'est qu'il faut être à la bonne distance pour que s'il y a de l'eau liquide, s'il y a de l'eau, pardon, l'eau soit liquide parce que la température est entre 0 et 40 degrés. Donc voilà, si, typiquement,
que j'ai pas dit là, mais c'est que le Petit Prince n'est pas sur une planète habitable, comme vous pouvez le voir, puisque il n'y a pas d'atmosphère déjà, et il n'y a pas d'eau liquide. Alors, pour être donc dans la zone d'habitabilité, eh bien, il faut être sur un endroit où on a une température entre 0 et 40 degrés. Pour ça, il faut être à la bonne distance de l'étoile. Vous voyez, pour les étoiles la plus proche, la zone d'habitabilité est plus proche. Pour les étoiles les plus froides, pardon, la zone d'habitabilité est plus proche. Pour les étoiles les plus chaudes, la zone d'habitabilité est plus lointaine. Là, on a un petit diagramme qui vous montre ce qui se passe donc pour le Soleil, le système solaire. La zone d'habitabilité va en gros de Vénus à un petit peu plus loin que Mars. Donc ça veut dire que si vous avez une planète avec une atmosphère, eh bien l'eau peut se trouver l'eau peut être liquide puisque la température peut être entre 0 et 40 degrés. Et par contre, évidemment, cette zone-là, vous voyez, se rapproche de l'étoile. Et pour Gliese 580, par exemple, eh bien, il faut être à 0,1 unité astronomique pour être dans la zone d'habitabilité. Et là, on a un autre exemple avec les étoiles G comme le Soleil en bas, avec une longévité de 10 milliards d'années. Les étoiles de type K avec une longévité de 40 milliards d'années, qui sont plus abondantes, mais qui ont un rayonnement X qui est plus important, et qui, ça c'est létal pour les développements de la vie. Et les étoiles de type M, qui ont une longévité de 100 milliards d'années, elles sont très très abondantes, par contre, irradiance, rayons X, beaucoup plus important, de l'ordre de 400 fois. Cette fois-ci, je vous montre la masse de l'étoile en fonction du rayon de l'orbite. Et vous voyez là, encore une fois, la zone d'habitabilité avec le Soleil qui se trouve à 1 masse solaire. Et là, vous avez donc la Terre et vous avez la zone d'habitabilité entre le vert et le bleu ici. Le vert correspond aux planètes terrestres sèches, type Mercure en fait. Le bleu clair correspond aux planètes type Terre, ça tombe bien, la Terre est à l'intérieur. Et ensuite, on a les planètes d'atmosphère d'hydrogène. Vous voyez que là, il y a Jupiter, Saturne, etc. Et donc, plus vous rapprochez, plus l'étoile est peu brillante, plus il faut se rapprocher, plus l'étoile est brillante, plus il faut s'éloigner. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'après, si on est plus loin, eh bien, on a besoin d'une chaleur interne pour pouvoir apporter, pour pouvoir chauffer en fait l'eau pour qu'elle soit à température d'entre 0 et 40 degrés. Ici, je vous montre la température effective stellaire qui va de 3000 à 7000 degrés. Donc le Soleil, comme on l'avait vu, il est de l'ordre de 5600 Kelvin. Vous avez le flux incident en abscisse ici. Et donc vous avez donc la Terre, elle, se trouve à un flux incident de 1 par rapport, la référence c'est le Soleil, donc c'est normal, et une température effective de 5777 Kelvin. Puis vous avez différents encore, une Gliese 580 par exemple, le triangle qui est plus bas, avec une température effective de 3500 Kelvin, et vous voyez qu'elles sont toutes les deux dans la zone habitable. Et vous avez ensuite d'autres planètes comme HD 4307G qui est aussi en plein dans la zone habitable, et puis d'autres qui ne le sont pas. La courbe rouge, ça correspond à une planète type Vénus. Courbe noire correspond à une température type, à une planète type effet de serre, et la courbe bleue, température type Mars, mais Mars quand elle était jeune. Voilà, donc on a différentes planètes habitables. Alors là, on donne un indice qui est l'indice de similarité à la Terre. Donc vous voyez que la Terre c'est 1, ça tombe bien. Ensuite, on a des planètes qui sont assez élevées comme Proxima Centaurus b, dont on parlait tout à l'heure. D'autres planètes, Neptune c'est 0,18, c'est-à-dire qu'elle n'est pas propice à la vie. Jupiter 0,12. Mars 0,64, elle a été probablement il y a longtemps, mais elle n'est plus. Et donc, vous voyez qu'il n'y en a aucune qui s'approche de plus près que 0,87, qui est Proxima Centaurus b. Et là, je vous donne un florilège d'exoplanètes habitables avec la température stellaire en fonction du flux stellaire, donc diagramme similaire à tout à l'heure, mais avec beaucoup plus d'exoplanètes cette fois-ci. Et vous retrouvez donc la Terre
à un flux stellaire et 5777 Kelvin. Puis après, vous avez plein de planètes, plein de Kepler, et à Proxima Centaurus B, qui se trouve à 0,6 flux stellaire et 3000 Kelvin de température. Et vous voyez, donc en rose, on est sur les planètes enfin, la séparation entre le rose et le vert clair, c'est les Vénus récentes. Ensuite, on a l'effet de serre léger, un effet de serre maximum quand on est en vert foncé, et on arrive au Mars jeune quand on est en violet. Bon, après, c'est des diagrammes, il faut passer un petit peu de temps pour les regarder, pour bien comprendre. Il y a la taille des ronds correspond à la taille des planètes, hein, de sub-Terre, à super-Terre, à Neptune, à Jovien. Voilà, c'est pour ça que la Terre, vous voyez, a une taille Terre, par exemple, et Proxima Centaurus B aussi. Un autre diagramme qui vous montre la température en fonction de la masse cette fois-ci, et là vous avez si on part des plus proches, vous avez les planètes type Terre, avec la Terre qui se trouve dans la zone habitable, les exotères. Ensuite, il y a les mondes d'eau, avec les planètes couvertes d'un océan global, les Neptunes chauds, les Jupiters chauds qui peuvent avoir des exomoons, des exolunes, des planètes Poufies avec une grosse enveloppe, et puis ensuite vous avez les naines brunes qui sont beaucoup plus loin. Alors là, il y a une petite sélection de diagrammes. Vous avez la fraction d'étoiles avec des planètes en fonction en haut de la taille de la planète. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont des planètes grandes. Et puis en bas, c'est en fonction de la base de la planète. Donc c'est pareil, c'est aussi des planètes massives, géantes. Deuxième diagramme, c'est le rayon de la planète en fonction de la masse de la planète. Et là, vous voyez qu'on a détecté beaucoup plus de planètes avec de l'hydrogène, donc des planètes géantes, que telluriques, ce qui est représenté par la courbe ROC, rocher. Et le troisième, c'est le diagramme des planètes géantes avec, vous avez un histogramme avec l'axe, le semi-grand axe, et l'excentricité qui tend vers 0 pour la plupart de ces planètes géantes. Voici cette fois-ci le rayon de la planète en fonction de la masse de la planète. Donc là, on retrouve différents modèles. Vous avez la Vénus et la Terre qui sont en bas à gauche. Et puis ensuite, donc en bas, la ligne orange représente 100% de fer. Ensuite, vous avez une ligne rouge, 50% de fer, 50% de MgSiO3, d'oxyde de silicium magnésium, 100% de MgOCO3. Et ensuite, vous mettez un peu plus d'eau. Donc en vert, vous voyez, c'est de l'eau à 50%, en violet à 75%, et des mondes couverts d'océans en bleu. Et donc vous voyez que les planètes qu'on a découvertes pour l'instant, ben, en fait, d'abord, ont des barres d'erreur qui sont assez grandes, et peuvent se retrouver dans différents modèles comme cela. Donc ça veut dire qu'il faut faire quand même attention quand on découvre une nouvelle planète, on essaie de faire un modèle, voir où elle se trouve, mais qu'en gros, on n'est pas sûr d'exactement où est sa position. Et là, c'est la métallicité, donc la composition de matériaux lourds par rapport à l'hydrogène et l'hélium, comme on en avait parlé sur les étoiles, par rapport à la masse. Et vous voyez ici, cette fois-ci, donc on a Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter, des planètes géantes, qui sont plutôt métalliques. Et vous voyez qu'en fait, la métallicité, évidemment, diminue au fur et à mesure que la masse augmente, puisque les planètes géantes sont plutôt formées d'hydrogène, d'hélium, donc les planètes telluriques sont plutôt formées de matériaux plus lourds. Donc Uranus, elle, est la plus métallique. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce diagramme, c'est que la bande grise, c'est la bande du système solaire. Et vous voyez qu'en effet, Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter sont contenus dans cette bande grise, alors que la bande colorée, c'est la bande si on ajoute le système solaire plus les exoplanètes. Et vous voyez que là, on a une distribution qui est beaucoup plus large. Alors, imaginons que la Terre soit une exoplanète. Qu'est-ce qu'on en verrait? Et alors ça, c'est assez intéressant. Ici, on a la réflectance en haut, le flux au milieu et le flux tout en bas.
Et en fait, en bas, c'est ce que c'est le spectre en infrarouge moyen observé par Mars Global Surveyor qui allait vers Mars. En B, on a le spectre en infrarouge proche pris par la mission Epoxy de la NASA. Et tout en haut, c'est la réflectance à partir des mesures sur la Terre, en fait. Et vous voyez donc ce qu'on voit, on voit qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'oxygène, de l'ozone, du CO2, du CH4. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on observe une planète avec ces éléments-là, eau, oxygène, CO2, CH4 et de l'ozone, eh bien on pourrait se dire que les conditions sont là pour que la vie se développe. Évidemment, ça ne veut pas dire que la vie s'est développée, mais les conditions sont là. Eh bien, nous allons maintenant aborder le cas de Proxima Centauri B. Alors là, il s'agit donc c'est une étoile qui est la plus proche de nous, hein, à 4,22 années-lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi des planètes qui sont potentiellement habitables. Donc, je commence par des vues d'artistes là de cette planète, sachant qu'on ne connaît pas grand-chose quand même. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dessine. Là, ce qui est intéressant sur ces deux vues, c'est que vous voyez le système triple. En fait, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est un système triple d'étoiles. Donc on a Proxima, on a Alpha du Centaure, et ensuite on a donc Alpha du Centaure en fait est un système binaire, et ensuite on a la troisième étoile qui tourne autour de Alpha du Centaure, qui est Proxima Centauri. Et ce qui est intéressant, c'est donc vous avez cette vitesse radiale détectée en bas à droite, là, donc ça montre qu'il y a des exoplanètes autour de Proxima du Centaure. En fait, donc, ça a été donc, étudié avec différents instruments. Donc là, il y a différentes images qui montrent d'abord l'image de Proxima du Centaure dans le petit cercle, donc situé plutôt loin en fait, hein, en apparence de Alpha Centauri A et B, puisque c'est celle-là, le système binaire, c'est une étoile très brillante qui est en système binaire, donc en système triple avec Proxima du Centaure. Le système triple, d'ailleurs le système binaire, pardon, vous l'avez sur l'image en bas à gauche avec les deux étoiles. Voilà. Donc ça c'est visible depuis l'hémisphère sud. J'ai mis une petite carte du ciel pour la retrouver, si vous avez envie d'aller la chercher dans le ciel. Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc on regarde l'étoile la plus proche, la naine rouge à 4,23 années-lumière. Et cette fois-ci, on a donc le rayon en fonction de la masse. Alors, la période orbitale est de 11,2 jours. Vous avez du coup plusieurs possibilités. Vous voyez, en rouge, c'est des planètes type Mercure, et en bleu, c'est planètes type océan. Entre les deux, il y a différentes possibilités. Orange, en rouge, c'est 100% de noyau. Orange, c'est Mercure. En vert clair, c'est la Terre. En vert foncé, c'est 100% manteau. En bleu, c'est 50% manteau, 50% eau. Et en bleu foncé, c'est 100% eau. Donc, en fait, vous voyez que la barre d'erreur de Proxima B eh bien, va depuis une planète type Mercure jusqu'à une planète type 50% manteau et 50% eau. Je ne me mettrai pas ma main au feu qu'elle ne veut pas aller non plus à 100% eau. Donc, encore une fois, les observations qu'on a sont des observations avec une marge d'erreur qui est quand même assez grande, et il faut bien se dire qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'on est en train de détecter, sur le modèle vraiment de la planète qu'on est en train de détecter. Il faut être un petit peu prudent. Vous voyez, l'image en haut à gauche vous montre une Proxima B complètement rocheuse, et ça peut aller jusqu'à une image qui est en haut à droite avec une planète océan. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Proxima est en fait très proche de l'étoile. Vous voyez ici, à gauche, c'est le système solaire, le Soleil jusqu'à la Terre, et à droite, c'est le système Proxima. Vous voyez, l'étoile est toute petite. Proxima du Centaure, c'est 0,12 masse solaire. Et Proxima B, elle pèse 1,3 masse solaire, elle est avec une période orbitale de 11 jours. Elle est orbite très proche. Je vous rappelle, Mercure, c'est 88 jours. Alors, c'est l'exoplanète la plus proche. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller probablement pas tout de suite, puisque si on y va avec les sondes les plus rapides actuellement, c'est 70 000 ans de voyage. Donc, si vous ne trouvez rien sur place, il faut revenir et ça fait 140 000 ans aller-retour. Bon, ça fait des problèmes de recherche à très long terme.
Une possibilité qui a été mentionnée, c'est le programme Breakthrough Starshot, qui prévoirait l'envoi de milliers de sondes d'à peu près 1 gramme, qui seraient équipées de voiles solaires, propulsées par laser avec une puissance de 100 gigawatts, vers Proxima du Centaure, jusque la vitesse d'à peu près 20% de la vitesse de la lumière, ce qui ferait un voyage d'à peu près 20 ans. Donc, ces sondes vont là-bas, arrivent sur place en 20 ans, prennent des photos. Pas moyen de les faire revenir sur Terre parce qu'elles iront trop vite, à 20% de la vitesse de la lumière. Et donc, elles envoient par contre l'image de la planète qui revient au bout de 4 ans. L'image voyage à la lumière. Donc, au bout de 24 ans, vous avez l'image de la planète Proxima. Et là, on verra si ça vaut le coup de l'investiguer plus ou pas. Après Proxima du Centaure, il y a TRAPPIST 1 qui a beaucoup d'effets anachroniques puisque c'est 7 planètes de taille terrestre en orbite autour d'une naine brune, la TRAPPIST 1. Donc là, vous voyez aussi par rapport à l'échelle du système solaire. En haut, c'est le système solaire avec Mercure, Vénus, Terre, Mars. En bas, c'est Jupiter avec son système satellite Europe, Ganymède, Callisto. Et TRAPPIST 1, vous voyez, c'est un système très petit. C'est dans la taille des satellites de Jupiter. Donc avec une période orbitale maximum de 12-13 jours. Donc c'est vraiment un système très très petit. Et là vous avez les transits qui ont permis de détecter TRAPPIST 1, B, C, D, E, F, G, H. Et vous avez le système sur la droite avec la séparation orbitale. Donc TRAPPIST 1, vous avez de nouveau le rayon de la planète en fonction de la masse qui vous montre les modèles différents. Et en fait, voilà, c'est des planètes qui seront probablement telluriques, hein, d'après leur position dans ce diagramme-là. Et là, vous avez le rayon en fonction du flux. Et vous voyez que les planètes du système sont aussi, ont un flux incident qui est plutôt important pour les planètes proches et moins important pour les planètes lointaines, qui s'étalent entre eux à peu près comme Vénus et Mars. Alors, voilà, donc cette planète terrestre en orbite autour de l'étoile naine TRAPPIST 1, ça a des frais anachroniques, c'était intéressant, et du coup, on s'est imaginé à envisager des voyages pour aller voir la planète TRAPPIST E dans la zone d'habitabilité. Alors, quid des atmosphères d'exoplanètes? Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Comme on parle de planètes habitables, maintenant c'est intéressant d'en reparler ici. Il s'agit d'atmosphères détectées lors de transits de planètes devant l'étoile ou lors de l'éclipse derrière l'étoile. Et à ce moment-là, on peut utiliser l'infrarouge, par exemple, avec un satellite tel que Spitzer ou plus tard le JWST. Et on peut prendre donc des spectres à ce moment-là. Là, vous voyez les transits de ces planètes-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut prendre un spectre lorsque la planète est devant l'étoile. On a un spectre à ce moment-là commun. On peut prendre un spectre lorsque la planète est dans les contacts de son étoile. Ou alors, ensuite, on prend le spectre sans la planète. On fait la soustraction et ça nous donne le spectre uniquement de la planète. Et on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette atmosphère, s'il y a du CO2, du méthane, de l'eau, de l'ozone, etc. Et là, c'est une simulation atmosphérique d'exoplanètes d'un certain type. Donc voilà, donc beaucoup d'atmosphères différentes, avec des caractéristiques différentes. Et là, par exemple, je vous montre une courbe de variation sur la phase orbitale avec une planète qui a une période orbitale de 0,74 jours. La masse de la planète, c'est 8,3 masse terrestre. Son rayon, c'est 2,1 rayon terrestre. Et vous voyez les transits. Pardon, pas vous voyez, oui, vous voyez les transits. Et vous voyez en fait je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà, vous voyez ici, le premier transit, c'est la planète qui passe devant l'étoile, et le deuxième transit, c'est la planète qui passe derrière l'étoile. Et vous voyez la lumière jaune, c'est la lumière de l'étoile, la lumière orange, c'est la lumière de la planète. Et donc, en faisant la soustraction des spectres, c'est là que vous obtenez le spectre de la planète par rapport au spectre de l'étoile. Pour finir, nous allons maintenant parler des observations. Observation d'exoplanètes avec des télescopes au sol de plus en plus grands. Par exemple, ceux du VLT que vous voyez ici, les 4 télescopes de 8 mètres de diamètre qui se trouvent
au sommet du mont Paranal, et aussi de nouvelles techniques d'observation. Par exemple, pour comparer, là on a Hubble à gauche, et donc qui est un satellite qui est autour de la Terre, et le VLT qui prend des images avec ses télescopes de 8 mètres. Évidemment, le problème qu'il a, c'est qu'il a une atmosphère au-dessus, l'atmosphère de la Terre, mais avec des techniques d'optique adaptative, eh bien, on peut s'affranchir de l'atmosphère et faire comme si en fait on était presque dans l'espace. Ensuite, ce qui a vraiment fait exploser la détection d'exoplanètes, ce sont des satellites tels que COROT, lancé par le CNES en 2006, qui a étudié les transits, et surtout Kepler, lancé par la NASA en 2009, qui a observé pendant 3,5 ans des transits vers plus de 100 000 étoiles dans la constellation du Cygne et de la Lyre. Et donc ça a vraiment changé la donne. Ensuite, il y avait des satellites donc, prévus par la NASA, TESS et Cheops par l'ESA. Et le prochain gros satellite, ça va être le James Webb Space Telescope de la NASA, qui normalement sera lancé en 2021. James Webb Space Telescope, qui est un télescope de 6,50 m de diamètre, avec un bouclier thermique, placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre au point de Lagrange L2, et comme les 6,5 mètres de diamètre ne rentrent pas dans une fusée, dans la fusée Ariane qui va lancer ce satellite depuis Kourou en Guyane, eh bien il faudra replier le télescope. C'est pour ça qu'il est formé de miroirs hexagonaux qui vont se replier sur eux-mêmes pour être lancés à ce point de Lagrange. Plus tard, ça sera plus plateau. Mission de l'ESA en 2026 aussi au point de Lagrange L2, Planetary Transits Annotations of Stars. Et enfin, le ELT, European Large Telescope, un télescope de l'ESO en 2026, donc 38 mètres de diamètre sur la montagne Chartnantor au Chili, dont le but sera d'étudier la composition des atmosphères des exoplanètes telluriques, recherche de singularité due à activité biologique, etc. Ce que vous venez de voir, ce sont les exoplanètes tournant autour des étoiles détectées par Kepler. Et vous voyez, donc elles avaient des tailles différentes, des orbites avec des périodes orbitales différentes, etc. Et donc l'aventure continue évidemment. Et je vous laisse une petite bibliographie si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à bientôt pour la session de questions-réponses. Et bonne révision.